Et oui, à 2 semaines de cette élection présidentielle tant attendue, qui de Kamala Harris ou Donald Trump peut potentiellement gagner cette élection qui s'annonce comme très indécise, très serrée? Réponse avec vous, Dominique Simonet, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien? Merci d'être Ça va avec nous très en bien. direct sur Boursorama, journaliste Oui. spécialiste des États-Unis. Bon, les élections ont commencé ce week-end aux États-Unis. On est à 15 jours du scrutin. Le suspense, on peut dire, reste total. Aucun sondage pour l'instant n'est en mesure de prédire qui pourrait gagner. Non, c'est une élection, j'allais dire comme d'habitude, mais particulièrement cette fois-ci très 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 serrée. Euh, on voit que on a eu des péripéties absolument incroyables. Souvenez-vous de ces derniers mois avec un président candidat fatigué, affaibli, qui finit par abandonner, une nouvelle candidate qui arrive, je dirais pas à la dernière minute, mais enfin dans la dernière ligne droite, les procès de Trump qui sont repoussés, deux tentatives d'assassinat contre le candidat. Tout ça fait d'une campagne totalement frénétique et malgré tout, on voit que chaque événement fait un peu des fluctuations dans les sondages, mais ne bouge pas fondamentalement la donne, c'est-à-dire on est à 50-50 pratiquement, 49 Hmm. ou un peu plus pour Kamala Harris sur le plan national, mais en revanche dans les États clés, et c'est ça qui Et décide en voilà. raison du mode de scrutin particulier des États-Unis, c'est très très serré. Donc à l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut dire qui va être élu le 5 novembre. C'est vrai que tout va encore se jouer. C'est pareil tous les 4 ans, dans ces fameux États clés, les swing states, les États en balance, qui sont capables de faire ou de défaire un président, parce qu'en fait tous les autres États sont déjà acquis à un camp ou à l'autre. Oui, c'est pas tellement qu'ils sont déjà acquis parce il y a un effet un effet visuel. C'est-à-dire quand vous regardez la carte des États-Unis, vous avez, en général, on vous présente la carte comme étant des États bleus et des États rouges. En fait, c'est une illusion d'optique. Si vous vous rapprochez, c'est comme les pixels, hein. Si vous vous rapprochez de l'écran, vous verrez les pixels. Il y a des comtés rouges et des comtés bleus dans chaque État. Ça montre simplement une Amérique qui est très, très partagée au sein même de ces États, au sein même, parfois même de ces familles. Alors, cela dit, il y a un certain nombre d'États, là, on en compte sept cette année, qui sont particulièrement serrés et qui peuvent faire basculer l'élection à quelques dizaines de milliers de voix près. Dizaines de milliers de voix de près, quand vous vous rendez compte que un État a en général quelques millions d'électeurs, donc c'est rien du tout. Donc un petit événement, une influence, voire une influence extérieure d'ailleurs, un matraquage de messages et de mails très convaincants sur des populations très ciblées peut faire sensiblement bouger cette petite frange, faire basculer un État dans un camp et donc de lui donner le nombre de grands électeurs suffisant pour que le candidat passe la majorité des grands électeurs. Parce que c'est ça le système, on peut être élu, c'est d'ailleurs le cas maintenant, on peut être élu sans avoir la majorité nationale, Ah oui. mais uniquement par le nombre des grands Dominique électeurs. Simonet, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre. Sur ces 7 États pivots, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord, Michigan, Arizona, Wisconsin ou Nevada, vous avez dit que l'élection pouvait se jouer à quelques milliers, dizaines de milliers de voix près pour une nation, effectivement, avec plus de 300 ou 350 millions d'Américains. C'est fou quand même, hein. Mais oui, c'est fou, et c'est la particularité de ce système bizarre. En fait, c'est comme un jeu, vous avez des points plus ou moins importants selon les États. Il faut faire une combinaison pour que vous ayez tel et tel État qui vous donne le maximum de la majorité des points. Et comme c'est très 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 serré, on voit que oui, 80 000 voix pour Biden en plus en Pennsylvanie en 2020. Ça lui a donné les 20 grands électeurs Mm. nécessaire. Pareil pour le Wisconsin, c'est 20 000 voix, donc c'est rien du tout. Donc on voit que une communauté, par exemple, comme la communauté arabo-musulmane dans le Michigan, est très très sollicitée par des organisations de gauche pour ne pas voter Joe Biden en raison de son engagement envers Israël. Kamala Harris, vous voulez dire. Kamala Harris, pardon. Ce genre de choses, ça peut faire basculer l'État. Elle n'a jamais été, enfin, on n'a jamais vu une élection présidentielle américaine aussi serrée par rapport aux précédentes, qu'on a déjà dit très très serrée. Elle l'est encore plus.
Oui, mais malgré tout, il y en a eu. Il y en a eu. Souvenez-vous, en 2000, c'était la George Bush, Floride. Al Gore. Voilà, Bush, Al Gore, c'était la Floride et je sais pas si on s'en souvient, mais ça a duré des semaines et on a vu des fonctionnaires de l'État regarder les bulletins comme ça à la loupe pour voir si la perforation était bien sur tel ou tel candidat. Donc oui, on a assisté à des scènes assez incroyables et finalement, ça avait été tranché. La Cour suprême avait décidé l'arrêt du comptage et d'une certaine manière, c'était la Cour suprême qui avait décidé du L'élection de vainqueur. George Bush, fils. George Bush fils, W. Bush. Oui. Ah ouais. Dominique Simonet, il y a un mois ou un peu plus, Kamala Harris avait, j'ai vu, 4 ou 5 points d'avance sur Donald Trump. On est à 2 semaines du scrutin, ils sont dans un mouchoir de poche au coude à coude. Est-ce que ça ne veut pas dire, je ne suis pas un expert, mais qu'il y a une dynamique qui est peut-être plus en faveur de Trump, là, spontanément, instantanément, que pour Kamala Harris? Non, je crois qu'il y a un rééquilibrage. En fait, ce dont vous parlez, c'était plutôt l'élan qu'avait provoqué la nouvelle candidature Le débat? de Harris. Joe Biden était très, très affaibli, donc il chutait dans les sondages. Et d'un seul coup, de voir cette femme jeune, issue de la diversité, dynamique, avec son sourire, ça changeait totalement la donne. Donc il y a eu un effet il y a eu un engouement. Mais ça s'est rééquilibré au fil des semaines, au fil de la campagne, et maintenant c'est plus, c'est un peu quand même l'image des deux candidats, parce qu'on vote aussi pour une personnalité, mais reviennent au premier plan les préoccupations premières des Américains, à savoir l'économie, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, et aussi la question de l'avortement. Est-ce qu'on continue ou pas, ou c'est terminé, à sous-estimer le vote Trump aujourd'hui? Ça a été le cas lors des précédentes élections. On sait que Joe Biden a gagné de justesse en 2020 alors qu'il avait 5 points d'avance sur Trump dans les États clés du mur bleu démocrate, le Wisconsin, le Michigan ou encore la Pennsylvanie. Kamala Harris n'a pas autant d'avance dans ces États-là. Non, sous-estime pas, je pense pas. Ça avait été le cas en 2016 parce qu'on voyait assez mal ce personnage arriver comme ça, un peu comme un bulldozer dans la campagne électorale. Et il avait été effectivement sous-estimé. Mais d'abord, il a été président quand même. Il a effectué un mandat. Et là, il est très préparé. Il a une expérience. Non, je pensais Euh, aux sondeurs, à ce qu'ils maintenant ils réussissent à corriger encore une fois. Pardon. Du côté des sondeurs, on mesure bien le vote Trump. Je pense que les sondeurs sont un peu désemparés en ce moment parce que d'une certaine manière, on en arrive toujours à ces indécis. D'abord, vous avez à peu près 30% de l'électorat, enfin celui qui vote en faveur de Trump solide, ceux qui sont prêts à le suivre partout. On peut dire qu'il y a à peu près la même chose de l'autre côté. Et puis au milieu, bon, il y a 40% d'Américains qui sont pas si figés dans leur comportement, mais enlevons quand même une grande partie d'entre eux qui sont plutôt démocrates et plutôt républicains de tradition familiale, etc. Il reste quand même malgré tout quelques millions d'Américains, quelques millions, je dis bien, qui sont encore indécis et qui savent pas bien. Et là, on se rend compte en plus depuis quelques jours qu'il y a une espèce de ras-le-bol de la campagne. Les gens, moi je discutais avec des gens du Colorado là, récemment, ils disent on en a marre. On a voté d'ailleurs parce qu'ils veulent se débarrasser de cette corvée. Ils votent par correspondance ou ils vont voter par anticipation et ils votent parce qu'ils en ont assez, parce que c'est trop, parce qu'ils comprennent plus rien, parce que c'est trop hystérique. Donc il y a aussi un ras-le-bol de la politique qui se joue. Et d'une certaine manière, moi, je me demande si au bout du compte, avec quelque chose d'aussi partagé, d'aussi divisé, d'aussi serré, on n'est pas dans une zone de hasard mathématique avec la loi Mm. des grands nombres. Et puis, d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous lancez une pièce de monnaie 1 million de fois, elle finit évidemment, vous finissez par 50-50. Donc il y a il y a aussi un effet qui vient de ça et qui viendrait de la désaffection de la Mm. politique des Américains, surtout leur écœurement de voir la violence aussi politique qui s'est installée dans cette campagne-là. Qui peut décourager ou pas d'ailleurs les gens d'aller voter. Est-ce que la question de la participation, c'est aussi un des facteurs ou des éléments clés de ce scrutin avec le vote Et ben, des femmes ou non. des Noirs, des Hispaniques? On sait qu'il y a beaucoup de marketing politique segmenté, on va dire, aux États-Unis. Hein. Oui, oui, vous avez raison, c'est majeur parce que effectivement, si vous arrivez à convaincre, il y a à peu près 33
33% d'abstentionnistes, peut-être un peu plus, 36%. On ne sait pas combien ils seront à cette élection-là, mais c'est beaucoup, c'est énorme, énorme, énorme. Quand je vous parlais des marges d'erreur dans les petits États, comparé, c'est absolument énorme. Donc, si vous arrivez à convaincre des abstentionnistes d'aller voter, ça peut aussi changer la donne. D'ailleurs, et on voit toute la campagne, enfin les deux campagnes, essayent justement d'aller convaincre les gens qui, a priori, ne veulent pas aller au bureau de vote. On voit que Elon Musk, qui s'est installé en Pennsylvanie, décide même, je ne sais pas si c'est très légal, c'est discuté par des armées d'avocats, mais veut payer les gens pour se déplacer, pour aller se prononcer sur des propositions, notamment sur la liberté d'expression, mais ça veut dire aller voter, quoi. Et sous-entendu, aller voter Trump, évidemment, puisqu'il Ouais. soutient Trump. Donc vous voyez, ils sont très, 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 très Ça l'aide sollicités. d'ailleurs, ça l'aide Trump, ce soutien d'Elon Musk à grand renfort de dollars et d'engagement personnel aussi d'Elon Musk. C'est un effet parce qu'Elon Musk, c'est quand même un... Bon, alors, il est parti dans des dérives libertariennes un peu préoccupante, mais cela dit, c'est un génie de la technologie. On a vu cette fusée il y a quelques semaines revenir et se poser. On n'avait jamais vu ça. Donc, avec à la fois avec Tesla, avec X, avec Neuralink, c'est son entreprise euh, d'implants artificiels et la conquête lunaire qui est en train de commencer aux États-Unis, qui repart et dont Elon Musk est le premier artisan, c'est un élément majeur, de l'économie américaine. Donc évidemment, qui compte évidemment que les gens se disent, bon, bah, avec un type comme ça, il vaut mieux quand même voter dans son camp. Hmm. Sur les thématiques qui, là, dans ce sprint final, dans cette dernière ligne droite, là où les thématiques qui vont jouer, c'est toujours les mêmes. L'économie, d'ailleurs, toujours, on y revient toujours. D'ailleurs, qui a marqué le plus de points sur la thématique de l'économie? Deux questions en une, hein. Sur l'économie, écoutez, en fait, c'est un ressenti beaucoup. Moi, je vois je repense à une jeune femme, une quarantaine d'années du Michigan avec qui je discutais, qui me disait, bon, moi, je vais voter Trump, mais parce on vivait mieux avant sous son mandat. C'est une perception. C'est pas évident parce que malgré tout, Biden, le budget est pas mauvais, le chômage a baissé, l'inflation est quand même pas mal régulée, les taux d'intérêt ont baissé. Bon, mais malgré tout, entre les chiffres de la macroéconomie et les chiffres que vous voyez sur l'étiquette du supermarché, c'est pas la même chose et il y a un effet retard et la perception est que Donald Trump, on est peut-être plus quand on est défavorisé, quand on est en situation précaire, on est presque plus, il y a un sentiment qu'on est plus protégé par Donald Trump. Donc il y a sans doute un point supplémentaire là-dessus pour Donald Trump. Cela dit, Kamala Harris, elle a aussi des mesures très très rassurante pour la classe moyenne. Elle a axé sa campagne et son programme économique sur la classe moyenne. Elle est dans des mesures protectionnistes aussi qui sont pas très éloignées de celles de Trump, un peu moins excessives, mais quand même, il y a un protectionnisme évident aussi. Donc, Kamala Harris, c'est pas non plus, c'est pas une gauchiste, hein, c'est pas quelqu'un qui va, on n'est pas en France, hein, c'est pas quelqu'un qui va torpiller le, le- la libre entreprise, bien au contraire. Donc, malgré tout, c'est une question de perception. Donc, oui, c'est le premier, pour répondre à votre question après ce long détour, c'est le premier, la première préoccupation. Après, il y a l'immigration, il y a la sécurité, et ça, c'est très, très important. Et là, on peut pas dire que les démocrates ont réussi leur coup. Et que les républicains ne les ont pas aidés non plus parce qu'ils ont bloqué des mesures au Congrès. Et il y a aussi cette donnée, et notamment pour les femmes, et pas simplement démocrates, pour les femmes républicaines, qui est importante dans pas mal d'États, qui est quand même le libre accès à l'avortement. Et c'est une donnée qui va compter, dont on peut quand même dire qu'elle aura des effets. Les femmes peuvent faire basculer l'élection, notamment le taux de participation des femmes. Oui, oui, et on voit qu'il y a des femmes républicaines qui s'engagent là, républicaines, je dis bien, hein, Hmm. notamment à cause de cette question de l'avortement, et qui ne supportent pas que
que ces mâles virils républicains qui font quand même qui prennent des postures de gorilles dans les cages viennent s'occuper maintenant, aujourd'hui, en 2024, de leur droit à disposer de leur corps. Et on entend, il y a des associations de femmes républicaines. Bon, c'est pas majeur, mais ça peut être quand même, ça peut jouer un rôle. Bon, Dominique Simonet, vous êtes un fin connaisseur et observateur des questions américaines et des élections. Vous avez suivi tous les scrutins. S'il fallait prédire, vous ne pouvez pas, vous avez parlé d'une pièce de monnaie qu'on lance 1 million de fois et au final on a 50% de pile et 50% de face. Comment vous le sentez, vous, à 15 jours du scrutin? Ben, j'ai pas de pièce de monnaie avec moi, je la lancerai bien devant vous. Mais Non mais vous ne savez écoutez, pas, voilà. Mais il n'y a hier, pas... Il y a non, pas... c'est impossible. Hier, je disais Donald Trump parce qu'on voit, à chaque fois qu'il y a un petit événement, je me dis ça y est, bon, ça va partir dans ce sens-là. C'est tellement, on voit Kamala Harris qui se très empêtrée devant un militant pro-palestinien qui laisse penser qu'elle approuverait l'idée qu'il y aurait un génocide à Gaza, alors que c'est pas ce qu'elle pense, mais elle s'empêtre. Donc on se dit voilà, une petite chose comme ça y est, ben, Trump euh, gagne des points. Mais bon, demain, il peut y avoir autre chose avec une bourde de Trump. Non, très franchement, on peut aussi avoir des surprises. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que le 5 novembre, c'est le dernier jour hein, de l'élection. C'est le dernier jour parce que les Américains ont déjà commencé à voter, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est peut-être le premier jour de la contestation et on n'aura sans doute pas le résultat ce jour-là. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Dominique Simonet. C'est toujours un plaisir, journaliste Merci à spécialiste vous. des États-Unis, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.